especially with Dan Dutoit, who would have liked to attend, but of course he's tied up with many things in the South African government. So he asked me to moderate the session today. So we'll have three presentations, and of course we should be able at the end, after the three talk, to open up for questions from the audience. The topic, science for social justice. Very, very important, and in a sense for me, mean a little bit science on the ground, science in community, science with government. So getting out from the university, your university office, down on the street, talking with citizens, talking with elected officials, trying to see how science and science diplomacy can help social justice. Can help social justice, or maybe as well, sometimes can harm social justice. So maybe the three panelists may touch on that a little bit. So some key words that I'm sure the panelists will discuss: ADI, equity, diversity, inclusion; dignity, that was discussed yesterday, and I'm sure the panelists will talk about that as well today; humanity. These days we talk a lot about artificial intelligence and the likes, but being human. What means being human today in the context of science, in the context of social justice? Honesty as scientists, to be honest with yourself, of course, with your peers, but as importantly with the community, with citizens, with government, and being humble also. Yes, as scientists, you have special training, you know many things, but many other things that you don't know, and you can learn by discussing and partnering with your fellow citizens. And that's why it's so important to be involved as scientists in citizen science, participatory science, science diplomacy, and the like. And finally, I will say that for us, a lot of these issues relate to SDG 4 on education. And one of the key, certainly, is education and scientific literacy here in Ottawa, in North America, but everywhere in the world. And certainly there is work that we can do, collaboration we can do with colleagues and citizens from the Global South. So the first presentation will be from Mrs. Shaba. She joined us online. The second one will be from Mrs. Ranguwala. And the third one here in Ottawa from Dr. Al-Soubi. We're supposed to also have a presentation from Dr. McKenzie from AAAS in Washington, D.C. And many of you probably know that AAAS has a strong program in science diplomacy. Unfortunately, yesterday, Julie McKenzie, she had a small accident, but she broke her nose and all that, so not able to come. So we'll cover, the speaker here will cover a bit more on science diplomacy, and certainly myself, I could add a few things if needed on that topic, which is very dear to my heart. Saja Al-Soubi, co-lead of At-Risk Global Initiative, Global Development at the Global Young Academy, and now at St. Mary's University. So she will be the first speaker, so we'll reverse the order. Okay. Good morning, everyone. It's such an honor, actually, to be with you today, and I'm sure that everyone, as I am, so pleased to be in such a huge, significant conference. So
Thank you so much for the invitation. So, I'm here today because I was in World Science Forum for 2022 in Cape Town to represent the initiative that I co-lead in Global Young Academy At-Risk Scholars Initiative. So, and actually I was so happy to be there to meet those great brains, great minds, and discuss further issues and make a call for action for social justice in science and how to ensure science reflects the society we want. So actually, I think my colleagues today gonna present or give us a glance of a declaration of what the declaration of the 2022 Cape Town Earth Science Forum about social justice in science, and how it is about the opportunity, commitment, and responsibility to underpin, advance, and promote social justice through harnessing the power of science to achieve the ambitious. Sorry, I need just, I think I missed my presentation. No. Yeah. Okay, so. Okay, that was in World Science Forum 2022. So it's about harnessing the power of science to achieve the ambitions of the Sustainable Development Goals, advancing robust scientific data, evidence, and advice, supporting the translation of results through both technological and social innovation, safeguarding the unique ability of science to inspire progress, to foster tolerance, to unite and care for the vulnerable through concrete public engagement and communication actions, and through understanding the role of science in support of social justice. Actually, as I'm a development economist, I believe that social justice is fundamentally integrated into economic justice. As a feminist, I fully believe that gender equality is one of the social justice principles, and it's very important, actually, pillar. As politics and forced displacement specialist, it's my passion to focus on human rights, diversity, integration, participation, and access to resources and livelihood access. In a conclusion, this combination is my theory about social justice, and this is the key for justice in science. C'est en fait la clé de la justice. To make people have the same opportunities in and access to science. In the South and North, between men and women, science for white and black, for poor and rich, for citizens, indigenous, riches, pour les citoyens, les immigrants et les gens déplacés. La justice est importante dans la rubrique de la science pour la société tout entière. C'est être libre de réfléchir et c'est une question de dignité humaine. La justice de la science sert à préserver le savoir et la science dans les régions en conflit peut être des plus utiles. La justice sociale et la science à l'appui, voilà qui est très utile pour éduquer, instruire nos jeunes, les enfants. En fait, c'est la science pour tous et pour toutes. Voilà donc la vision de notre Académie des jeunes, l'Académie mondiale. Actually, Global Young Academy. Notre académie vise
à donner l'espace voulu aux jeunes savants, aux jeunes scientifiques et aux chercheurs du monde entier, sans appliquer de restrictions, sans avoir de préjugés ni de discriminations, quelle que soit leur nationalité, leur race, leur origine ethnique, leur religion, leur conviction, leur foi ou leur couleur. Le but est de leur donner la possibilité de développer leurs opportunités et de travailler tout en s'améliorant. Également de créer le cadre voulu pour ces activités, y compris les laboratoires, et également de surmonter les difficultés de diffusion, que le pays concerné soit un pays à revenu élevé ou un revenu faible et moyen, de manière à contribuer à l'édification de la société dans une optique universelle. Cette académie est devenue le premier choix pour la création d'académies et également de différents organismes, notamment pour les parties prenantes à l'échelle internationale, qui se dédient à offrir la parole aux jeunes scientifiques. L'Académie mondiale ne cesse de publier des articles et des documents qui permettent de contribuer à des déclarations de la part d'organisations et de la part de dirigeants de ces organisations. Il s'agit également de promouvoir la justice sociale et la science, et également pour venir en aide aux scientifiques qui doivent fuir leur foyer, leur pays, pour échapper aux persécutions et parfois à la torture. Donc, des initiatives qui ont été promues par Kalikyu, et nous avons maintenant, l'ISAF et moi-même, la nécessité de protéger les chercheurs à l'échelle académique est urgent, parce que ces intellectuels sont perçus comme des menaces par les différents régimes. Et donc, cela met en cause non seulement leur survie, mais celle de leurs familles. Souvent, ces dernières sont interrompues. Et ils ont du mal à obtenir, à se faire accepter au sein de leur réseau professionnel. Et ils vivent des expériences particulièrement stressantes et démoralisantes, ce qui est une menace directe pour les découvertes scientifiques. Et c'est pourquoi il faut que cet objectif ait un double objectif. Tout d'abord, contribuer à promouvoir leur travail, notamment à établir les liens qui sont utiles et également à appuyer également dans les pays en question, notamment pour les pays qui participent à ces activités d'académie. Nous sommes très reconnaissants à nos partenaires de travailler la main dans la main avec nous pour atteindre nos objectifs.
Et pour réussir cette intégration qui est nécessaire et qui met à disposition les moyens voulus afin d'échafauder les contextes voulus et également de mettre en valeur le capital humain et donc également les connaissances qui sont en mesure de produire. Nous avons des chercheurs qui proviennent de différents collèges. Je pense à l'université de Oxford et également d'autres, ainsi que des organisations connues. Et donc, le résultat de cette coopération et de cette collaboration prend plusieurs formes. Et alors nous avons par exemple les programmes de mentorat. Depuis 2016, 35 relations qui ont été établies pour permettre la création de réseaux, ainsi que on a aujourd'hui 17 relations qui ont été lancées et 18 sont également rattachées au programme. Et nous avons également plusieurs boursiers qui ont été sélectionnés, et cela depuis 2019 à 2021. Et notamment, c'était un projet pilote et le programme a été également pérennisé pour faciliter également l'adhésion de ces chercheurs. Et les adhésions sont ouvertes. Autre résultat important, ce sont les réseaux de promotion et de développement professionnel et les ateliers qui y sont consacrés. Des ateliers sont organisés à l'université de Oxford, au collège Wolfson. C'est cela que nous avons tenu il y a 2 mois, pardon. Et cette collaboration a obtenu également l'Académie Young et l'Académie d'Écosse. Et donc c'est avec une vocation de transformation. Et il y a eu également des échos pour ces aspects particuliers qui permettent de renforcer la confiance et d'encourager une meilleure compréhension des réseaux académiques. Et moi-même, j'ai également participé à ces ateliers au mois de septembre. Et donc, on donne véritablement de l'espoir. Et une participante m'a dit cela. C'est quelqu'un qui est diplômé en sciences médicales et c'est véritablement une chercheuse éminente. Mais jusqu'à son arrivée au Royaume-Uni, elle n'avait pas vraiment pensé à son avenir et elle était confrontée à toutes sortes de difficultés. C'est pourquoi il faut que nous intensifions nos efforts à cette fin, notamment au plan institutionnel, mais aussi au plan personnel. Plus de 80 participants ont pris part à cette séance depuis 2019, notamment pour ces ateliers en ligne. Par exemple, pour parler des options de carrière. Il y a donc des articles dans les médias. Nous pouvons passer cela en revue, si vous le souhaitez.
aujourd'hui. Et je lance un appel aux personnes qui sont intéressées à mettre à ceux qui croient en l'avenir de la science, à la production de savoir et également à édifier la paix. Et je lance un appel aux décisionnaires, aux élaborateurs de politique et également aux donateurs pour que l'on préserve et que l'on amplifie ces sources de recherche. Il s'agit de renforcer et de bonifier le capital humain, notamment dans la perspective de l'amélioration de leur pays. Je pense que les enjeux sont énormes et nous avons besoin de votre appui à vous toutes et à tous pour lancer ces initiatives et faire le travail d'incubation qui nous donnera ces populations. Comment pouvez-vous aider? On peut encourager les organisations scientifiques et académiques qui également donc se joindre à ce réseau mondial de partenaires qui offre un soutien pratique aux chercheurs menacés ou déplacés, et scientifiques qui peuvent également effectuer ou offrir un mentorat efficace, donner des conseils, encourager également les petites organisations scientifiques afin qu'elles essayent d'offrir, par exemple, ce cheminement. Cela aura un impact positif et donc vous pouvez avoir un complément d'information ici même à l'adresse que je vous indique. Merci de votre attention. Merci. Merci, Saja. J'ai toujours frappé de voir à quel point les réseaux de l'Académie Young peuvent avoir comme effet bénéfique. Et donc, à titre d'information, si vous voulez vous impliquer avec les cours de l'Académie Young, eh bien, vous serez les bienvenus, mais je dirais que le GIA conseille le secrétaire général au niveau des Nations Unies sur les questions d'ordre scientifique. Et je crois que cela offre des liens qui sont très importants aujourd'hui. J'espère que nous allons pouvoir reprendre contact avec l'Afrique du Sud et je suis très très heureux de faire appel à Mampei Shaba qui va nous parler du Forum scientifique mondial, des questions liées à la justice sociale et également des ententes qui ont été prises afin de faire progresser la situation. Madame Shaba, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Merci infiniment. Et bon après-midi, justement, puisque je suis très très heureuse d'être des vôtres. Et j'aurais voulu vous voir être en chair et en os. Malheureusement, le voyage à Ottawa aurait été un peu long. In December 2022, the first ever to be hosted on the African continent. Nous avons organisé un forum avec 10 000 délégués en Afrique du Sud en 2022. Et nous avons représentant 89 pays. Donc je vais vous montrer des diapositives de ma présentation et je vais vous expliquer pourquoi les congrès, cette conférence a eu lieu en Afrique du Sud. Conférence sur la justice dans l'univers scientifique. Cette diapositive représente le triple défi, le chômage, la pauvreté et donc le taux de pauvreté est de 44%.
le taux de chômage est de 42%. Ce sont surtout des jeunes qui sont touchés. Le taux de pauvreté est également très élevé. Une personne sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté. Et donc, ça représente une des sociétés les plus inégales dans le monde. Et donc, ce sont les 3 grands défis. La plupart des Sud-Africains gagnent moins d'$1 par jour. Donc la science... Donc il y a un problème de justice sociale énorme à laquelle la science peut contribuer. Voici la définition élargie du chômage, une version révisée qui doit comprendre ceux qui ont abandonné la recherche d'emploi en désespoir de cause. Alors 10 millions des chômeurs en Afrique du Sud sont... L'interprète regrette, j'ai de la difficulté à comprendre. « 10% de la population de la population du monde détient plus de 50% des ressources. Et une proportion infime de nations se partagent la plupart des ressources de la planète. Alors c'est important d'utiliser toutes les avenues pour mesurer les progrès. Il est important de trouver des solutions créatrices. Qui expliquent le choix des thèmes pour la conférence mondiale sur la justice. Dans la région subsaharienne, nous avons le plus d'innovation. So quite an innovative country when you use the different Il y a des avances en logiciel. Quand on regarde l'index de l'innovation, nous nous débrouillons très bien par rapport à d'autres pays africains. Il y a donc un lien entre la justice sociale et these challenges that are unresolved. So the theme then, Science for Social Justice, was meant to ensure that resources, opportunities, and the privileges in societies are accessible to all, young, rich, poor, black, women, etc. This is also emphasized at within the Decadal Plan for Science, Technology and Innovation, which is a plan of action for South Africa. It is also emphasized, the issue of redress is emphasized in the National Democratic South Africa's constitution and translates into what we call the Ubuntu practices. So I am because you are, and how therefore do we interact? So the declaration then acknowledged the need for an enhanced global effort to partnership towards greater social justice. It recognized the central role of science in achieving greater social justice, but also committed
to undertake specific actions in putting science at the service of society and greater social justice. So some of the issues that we intend to address, like I said, the triple challenges, but other major societal challenges that confront the world as a whole. Injustice in climate, pandemic diseases, food security, issues related to conflict, gender-based violence, xenophobia, exclusion, discrimination, and mental health. So we needed to ensure that we address through science the issues that affect our societies and Africa as a continent. So we then had the following principles through extensive consultations months before the World Science Forum. We consulted through civil society, research communities, both in and outside the continent, policymakers, researchers themselves. And these were the key principles that called for a commitment to action. Ce sont les principes clés qui font partie de l'appel à l'action. Donc, je ne vais pas tous les énumérer, mais je vais partager avec vous les appels à l'action. Ici, vous pourrez trouver aussi la déclaration du 10e congrès sur la science pour la justice sociale. Alors, le thème, c'était la science pour la justice sociale, une responsabilité, un engagement et un engagement. Pardon. Il faut lutter contre la pauvreté, le chômage, l'inégalité et l'exclusion. Alors, on demande un appui renouvelé pour les sciences humaines, la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le recours à des technologies avancées pour créer de nouvelles possibilités, pour éviter qu'il y ait des éléments marginalisés dans la société. Le second principe, c'est que la science doit travailler avec la société civile pour développer ou combler les lacunes dans les politiques. Donc, investir dans des solutions qui assurer l'accès aux ressources fondamentales et travailler sur l'amélioration et la conservation de l'environnement. Le troisième, c'est la science pour l'Afrique et le monde, comment mettre à profit le potentiel du continent africain en bâtissant sur la réalisation scientifique de nos chercheurs, célébrer la réalisation et les succès de nos chercheurs, continuer l'investissement dans la capacité et les programmes pour les scientifiques africains et aussi en créant des partenariats. Quatrième, la science pour la diplomatie. Comment la science peut-elle intervenir Et le dernier principe est la justice dans la science comme telle. Alors, il est important d'accepter nos responsabilités en tant que scientifiques par rapport au bien-être de la société, éliminer les déséquilibres en matière de genre, de diversité et d'équité dans le domaine, l'univers scientifique. Voici les 6 initiatives qui nous viennent. Alors, nous avons lancé le premier programme de journalisme scientifique, reconnaissant que on ne communique pas bien les activités scientifiques au public.
et la recherche n'est pas non plus bien publicisée. Donc nous avons tenu une conférence pour parler de ces problèmes. Comment travailler avec l'UNESCO, et la recommandation a ensuite remise au ministre. Et on a recommandé la tenue d'un atelier annuel. Et il y aura... Nous allons afficher l'interprète regrette, le signal est franchement pauvre. Because we also had a youth in science program where a number of young science graduates spoke to the minister and the deputy minister about their concerns. A lot of them indicated that they need international experiential learning. So those graduating from TVET colleges, for them to graduate, need experiential learning. And in partnership with our sector for Education Training Authority, we are establishing a program that allows technicians, artisans within the water and energy sector to get experiential learning through international partnerships. We've also hosted already a number of youth in STEM boot camps. The first, of course, was on the margins of the Science Forum in December last year, but we've since partnered with UN Women, with the International Telecommunications Union and other partners, as you can see there. Apologies for all of those acronyms, where we go out to the most rural communities and teach them coding and robotics, and Siemens provides a laptop for each learner to keep for life, as a way of enabling access to digital technologies. We've also started a movement to launch an African platform for science advisors in partnership with the African Union and INSA, so that we provide enabling environment, a platform for ministers of science in Africa to get sound science evidence, technical advice in policy making. And we've also been active in the G20 Chief Advisors engagements, which also will support the launch of this platform. Dr. Saja Alzuzi also spoke about the Global Young Academy, and we'd really like to partner with you, Madam, when you spoke about Scholars at Risk and Scholar Rescue Funds. We'd like to look at how we can support the establishment of an African chapter, the Global Young Academy African chapter, so that we can support early researchers within the continent, so that they're able to fully and actively participate in crucial science research. And of course, when we look at the intersection between science and social and sciences and the humanities, we've also just established a program called Mentalities, where a platform meant for providing a safe space for young men and boys to really speak to the issues that cause domestic violence, mental health, can be openly and freely addressed. So this is a partnership with 26 universities in South Africa, in partnership with our Department of Higher Education and Training. And this is now ongoing and fully funded by the department. I'm not going to go through everything, but a number of these bullets in this slide talk about how we're trying to address issues related to social transformation as well. So I don't want to take too much time. I will respond to questions or comments later on, but I just wanted to really share the principles of the Cape Town 2022 declaration with you. With that, thank you very much, Professor Quirim, and thank you to all the fellow panelists. I thank you. Thank you very much, Mrs. Chaba. Merci, Madame Chaba. Merci de cet excellent résumé de la discussion qui a eu lieu en décembre dernier à Cape Town. C'était vraiment un programme des plus ambitieux. Et puis, nous
Nous avons tous travaillé ensemble pour que ces ambitions soient concrétisées. Quelques mots sur le conseiller au réseau scientifique en Afrique. Il y a une très belle collaboration. La prochaine rencontre, ce sera pour la toute première fois dans l'hémisphère sud à Kigali, les 1er et 2 mai 2024. Vous êtes tous les bienvenus et nous espérons que vous viendrez nombreux. Et nous pourrons à ce moment-là parler des progrès réalisés depuis la déclaration de Cape Town. Troisième conférencière ce matin, Madame Arangunwala de Groundwork. Bienvenue, Madame. Thank you so much. I hope everyone can hear me. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? J'ai participé au Forum mondial de la science l'année dernière dans le contexte de la science pour la justice climatique. C'est-à-dire comment la science peut permettre à la société civile à réaliser les échecs essuyés en matière de politique environnementale. C'était un panel assez diversifié. Il y avait un représentant de la présidence de l'Afrique du Sud pour parler du changement climatique et de la transition juste en Afrique du Sud. Donc, on l'appelle la transition juste en matière d'énergie, mais ça déborde le cadre de l'énergie. Il y avait des professeurs, des scientifiques politiques, et nous avons une discussion des plus intéressantes qui nous a amené à réfléchir à tout ça. Et il nous faut tenir compte du problème des gens qui ne veulent pas réaliser qu'il nous faut réduire plus que 1 à 5%. Sinon, on ne pourra pas survivre. Et on peut s'exposer à d'autres pandémies à l'avenir. Et il nous faut une approche systémique. Il nous faut une bonne collaboration. Ça manque du côté de l'élaboration de politique et du côté des sciences. C'est à la science d'éclairer la politique publique. Il est donc important de reconnaître l'importance de la solidarité interdisciplinaire. Les sciences naturelles, les sciences économiques, et j'en passe, ce genre de solidarité interdisciplinaire. Mais il y a aussi les systèmes du savoir autochtone. Et quand on parle de ces systèmes de savoir autochtone, ce n'est pas toujours pris en compte. On ne semble pas y accorder de l'importance sur le plan scientifique. Et pourtant, les systèmes de savoir autochtones sont riches en expérience et cela nous amène à réfléchir à notre façon de parler de la science, ce qu'on entend par ça. Ce qu'il nous faut, c'est la pleine participation des concitoyens dans la recherche scientifique comme telle. Il nous faut donc pareille autonomie. C'est le système des vases communicants et je pense que ça s'est fait dans les États-Unis en 1999 et un peu plus tard en Afrique du Sud, des organismes de société civile qui ont tenté la chose auprès des collectivités à proximité des grandes industries en Afrique du Sud. On s'est servi de ces systèmes des vases communicants pour établir la preuve de la pollution. On a repris l'exemple américain et d'autres organismes de la société civile en ont fait autant. Voilà donc le genre de preuves qu'il nous faut pour façonner les politiques publiques. On parle de
d'intérêt public. Il ne faut pas s'en tenir uniquement à la recherche scientifique publiée dans les journaux scientifiques qui ne sont pas lus par d'autres que les scientifiques. Donc, ce que l'on veut, c'est la science ouverte. Ce que l'on veut, ce sont des publications que monsieur, madame, tout le monde peuvent lire. Et il faut que la science soit à la portée de tous et de tous. On a aussi parlé de transition juste en Afrique du Sud. C'est important, la transition juste. Ça comprend des choses telles que le genre, les systèmes de transport en commun, le logement, la sécurité alimentaire et j'en passe. Tout cela relève de la transition juste. Ce que Mme Chapa vient de dire, c'est tout à fait juste, à savoir comment ça se passe en Afrique du Sud. Pourquoi la transition juste est importante, extrêmement importante, parce que c'est une occasion d'opérer changement, et pas seulement dans le secteur de l'énergie, pas seulement parler d'égalité énergique, mais de réfléchir à l'intersectionnalité entre le climat et l'énergie. Ce que nous avons constaté avec la déclaration sur la science au service de la justice sociale, c'est que notre monde a grand besoin d'un nouveau partenariat entre la science et la société civile. C'est la seule façon d'assurer la transition juste. Il faut que la science soit au cœur même de notre programme de transformation en mettant l'accent sur les collectivités défavorisées. Nous savons que les émissions de l'Afrique sont de 4%. Et une grosse partie des émissions sont attribuables à l'Afrique du Sud en particulier. Ce sont les plus vulnérables qui sont à la merci des catastrophes naturelles et autres manifestations du changement climatique. On en parlait en termes de « bon, un jour, ça arrivera ». Mais voilà, c'est le beau jour en question. Alors, cette déclaration, c'est que les scientifiques doivent veiller à ce que la recherche scientifique, la modélisation, l'innovation, eh bien, et qu'il nous faut faire tout cela en tenant compte du changement climatique. Il ne faut pas que la voix de la science soit perdue dans le brouhaha de la politique. Je pense à un jeune au secondaire qui m'a dit « J'entends parler de justice climatique et toutes ces choses soulevées par le panel. C'est très bien, mais comment se fait-il que ce ne sont que de belles paroles ?» Alors, c'est ce que nous demandent les jeunes. Les jeunes veulent que l'on passe à l'action, que l'on cesse d'en parler à la lumière des preuves dont nous disposons. Pour ce qui est des enjeux sociaux, politiques, bon, c'est très bien tout cela, mais comment se fait-il que l'on n'ait pas élaboré des politiques? Et parfois, on a de belles politiques, sauf qu'elles ne sont jamais exécutées. Alors, le panel a porté sur la mise en œuvre de ces politiques. Alors, comment combler le fossé entre les politiques existantes et la mise en œuvre de ces politiques? Ce que l'on veut, c'est un partenariat plus fructueux entre les sciences naturelles, les sciences humaines, les sciences pures, comme je l'ai dit déjà. On veut une plus grande interdisciplinarité, mais aussi entre la société civile, les décideurs politiques et les scientifiques. Parce que ce que prévoit la déclaration, c'est la collaboration comme étant essentielle. Faire place aux scientifiques
Les scientifiques, après tout, font partie de la société civile. Ils travaillent au sein des sociétés civiles et ils sont à l'intersectionnalité de la santé et de la justice climatique. Alors, quel est notre rôle? Aussi, il y a l'élément manquant. Alors que l'on parle d'intersectionnalité, le thème c'était la science au service de la justice sociale, mais l'intersectionnalité, c'est un mot-clé. Et on en a longuement débattu alors que c'était un point à l'ordre du jour. Mis à part nos publications scientifiques, mis à part nos politiques, notre façon de parler de la science, c'est très important. Comment les gens ont-ils réagi pendant la pandémie? Les gens m'ont dit, bon voilà, moi j'étudie la biologie et les virus, mais je ne sais pas très bien comment on aurait fait pendant la pandémie, parce qu'on n'a pas fait d'études en laboratoire, voyez-vous. Ce sont des études en théorie que l'on n'a jamais mises en pratique. Mais vous savez, le comportement humain, le côté des sciences sociales, eh bien, c'est une façon de procéder autrement. Donc, la pandémie, c'était en fait une urgence. C'est pour nous faire réfléchir à notre façon de nous comporter. Et on s'est attardé à cette question lors du Forum mondial de la science il y a 1 an. Une chose qui est ressortie de tout cela, c'est que les systèmes de santé en Afrique du Sud, ils ont développé des vaccins, mais certains, l'Afrique du Sud, là, a payé 15 fois plus pour son vaccin que l'Union européenne. Alors, quand on parle de l'équité en matière de vaccins et qu'on parle de justice sociale, mais il ne faut pas oublier dans tout ça les multinationales et la justice sociale. Alors, quand on parle de justice climatique, on ne parle pas des profits au détriment des gens. Et il faut aussi réaliser que nous vivons dans une économie politique et qu'il y a aussi le multilatéralisme, oui. Et comment nous travaillons aussi aux communications et comment il faut se préparer aux urgences climatiques. Pour ce qui est des urgences climatiques, il y a lieu de se demander, est-ce que nous serons prêts pour la prochaine urgence? Je crois qu'on est confronté à des crises multiples tout à la fois. Et notre façon de tirer notre épingle du jeu, c'est d'adopter une démarche multisystème. Alors, on a eu une toute première journée de la santé. Ce qui était très important, l'Organisation mondiale de la santé a lancé cette journée de la santé et les différents ministères de la santé pouvaient y souscrire. Donc, nous avions un peu de tout à notre rencontre. Et on a parlé d'innovation, mais il faut aussi faire appel aux scientifiques sociaux et ce qu'ils font, ces gens-là, touche nos collectivités. Je crois que ce qui se passe au Congo, par exemple, l'électronique, les approvisionnements et même nos technologies dites vertes au Congo, eh bien, tout cela se fait au détriment des droits de la personne. Et à la rubrique des violations, le Congo mise sur la technologie. Oui, je veux bien, mais comme scientifique, il y a lieu de réfléchir à quel prix en termes de justice sociale. Alors, on a eu notre première journée sur la santé mondiale et c'est tellement important. On poursuit les recherches dans le domaine de la santé, bien sûr, mais
Il ne faut pas oublier non plus les traumatismes attribuables à des pandémies multiples. Nous avons parlé de tout cela. C'est très, très important. Nombreux sont les jeunes qui souffrent d'angoisse quant au climat et ce que leur réserve l'avenir. Il y a aussi le coût de la vie. Et qu'en est-il en temps de pandémie? Qu'en est-il des emplois, de la transition juste? Donc, tous sont angoissés. C'est un vrai record, mais les gens se demandent s'ils vont pouvoir voir à leurs besoins élémentaires. On se penche sur combien les gens gagnent, quelle est la santé des gens. Il faut que les gens soient en santé pour pouvoir travailler. La santé, c'est tellement important. On l'a constaté. Que les gens perdent la vie. Si, par exemple, les hôpitaux n'ont pas d'électricité, s'il n'y a pas de combustible pour les alimenter, il faut aussi veiller à la sécurité alimentaire. Il faut se pencher sur la pauvreté en matière énergique. Il faut penser à nos jeunes. Il faut réfléchir aux choses autrement que par le passé. Il nous faut une démarche globale pour assurer l'évolution de la société dans laquelle on souhaite vivre. Je vais m'arrêter dans quelques instants. Je crois que les scientifiques jouent un rôle capital au sein de notre société. Il y a beaucoup de gens qui sont anti-science. Vous savez, dans bien des pays, on s'oppose, par exemple, aux vaccins. Il nous faut donc être vigilants comme scientifiques, à savoir comment nos recherches ont une incidence sur la société. Avec qui allons-nous collaborer? Quels sont les problèmes que nous tentons de régler? Il n'y a pas seulement la portée du savoir, mais comment y prêter du sens? Comment s'assurer que la science est bien au service de la justice sociale et non pas à accroître les inéquités, les inégalités. C'est quand même une question de toute première importance. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Le panel sur la science et la justice climatique, eh bien, nous étions à nous demander ce que l'on pourrait faire de plus et faire autrement. Mais il faut s'attaquer sur tous les plans. C'est très bien les politiques, mais les scientifiques doivent alimenter les politiques avec des preuves probantes. Alors, il faut que les gens fassent confiance à la science, même si certains pensent que c'est biaisé et que ce n'est pas désintéressé. On peut quand même faire une différence si effectivement la science est au service de la justice sociale. Les scientifiques réclament déjà cette collaboration, et ce qui est formidable, parce qu'il nous faut poursuivre nos recherches maintenant plus que jamais. Donc, merci de votre écoute. Je cède la parole au président de séance. Thank you very much. Merci. Merci. Et merci pour les observations pertinentes que vous nous avez proposées. Il nous reste une vingtaine de minutes. Maintenant, pour une période de discussion, pour les questions que vous pourriez souhaiter poser aux trois intervenantes, quelques remarques de ma part, si vous le permettez. Je pense que nos trois intervenantes, disais-je, représentent pour nous un appel à l'action. Donc nous devons, en tant que scientifiques, œuvrer avec la société civile. Nous devons nous regrouper pour travailler en équipe, de préférence interdisciplinaire, en réunissant des sociologues, des spécialistes en social, mais également les chimistes et les autres représentants de ces disciplines, se montrer équitables envers tout le monde, au sein de la science, mais aussi de notre société dans son ensemble.
visée à la justice climatique. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et donc, est-ce que maintenant, je pense que même les réunions spécialisées, les COP, n'ont pas toujours réussi à se montrer précises dans les perspectives. Et notre collègue a parlé du triple défi. Mbappé nous en a parlé. Mais je crois aussi que d'autres défis se posent à un autre niveau entre scientifiques, élaborateurs de politique et membres de la société civile. Et comment les rapprocher? Voilà un défi de taille qui se produit à peu près partout dans le monde. Alors nous sommes prêts à organiser la réponse à vos questions. Y a-t-il des questions dans notre auditoire? Vous observez un silence unanime. Pas de questions. Je vais peut-être lancer la conversation avec Aziza. Donc nous avons la COP28 d'ici 2 ou 3 semaines plutôt. Alors quelle est la principale difficulté à laquelle elle pourrait se heurter et est-ce que vous parvenez à croire qu'elle débouchera cette COP28 sur un plan d'action qui pourrait intéresser également la population de la planète? Je pense que l'une des grosses difficultés est liée aux combustibles fossiles, parce qu'il semble que l'on est aujourd'hui une sorte de renouveau de la promotion des combustibles fossiles, compte tenu des difficultés d'approvisionnement. Et il y a même eu des déclarations concernant le financement. Et également la question de savoir comment on va financer les dégâts causés et est-ce que c'est simplement une tactique dilatoire. Je pense qu'il y a des pays qui ne veulent pas non seulement que les comptes soient trop précis en ce qui les concerne, mais également une difficulté au niveau du financement, ce qui pourrait se répercuter sur la COP28. Pourrait-on demander à l'intervenante de bien vouloir se rapprocher du microphone? Person online will hear you. Hello. Yeah, it's going. It's on. Maybe if you could introduce yourself as well. Get back in there because it's kind of tall. But anyway, and I was just wondering, and I really like that notion of. Je suis tout à fait partie prenante pour ce qui est de la communication entre les différentes collectivités ou communautés. Mais que pourrait-on proposer de façon pratique? Comment peut-on organiser les affiliations concrètes entre membres de la société civile et puis les chercheurs ou les scientifiques? Excellente question. Voulez-vous essayer? Oui, merci. Merci de poser cette question. Maintenant, j'aimerais être sûr de l'avoir bien comprise. Vous demandez quel rôle peuvent jouer les citoyens, si j'ai bien compris, pour appuyer la mise en œuvre de la justice sociale. Mais plutôt, voilà, les mécanismes concrets de coopération entre la société civile et les scientifiques. Merci de cette question qui est d'importance cruciale, notamment dans la perspective de l'intégration, notamment de la communauté de la société civile.
Lorsqu'on se penche sur la situation des réfugiés, eh bien, on met l'accent sur la communauté civile, celle du pays de départ aussi. Et c'est une bonne démarche. Cependant, le plus important, c'est d'harmoniser cela avec les citoyens, avec les autorités, avec l'État. Et également l'éducation qui permet cette collaboration. Prenons le cas du corps social et des autorités. Sont censés converger dans une action commune. Et on ne saurait écarter, mettre de côté le rôle de la société civile, mais si elle n'a pas le pouvoir, si elle n'a pas les ressources financières, si elle n'a pas l'accès nécessaire, tout ce que vous voudrez, il est difficile de participer, d'aider. Donc je crois quand même qu'il faut tenir compte de la spécificité de chaque contexte. Alors on en parle de façon générale. J'imagine que dans certaines sociétés, ça marche bien, mais s'agissant des migrations forcées, eh bien là, on est dans un contexte différent avec une pluralité de problèmes. Et donc, cela met en œuvre la politique, les politiques publiques et bien d'autres variables qu'il faut prendre en compte et qui peuvent converger pour conférer un certain pouvoir au corps social. Bien. Alors, maintenant, peut-être Madame Chabat, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, oui. Merci de cette question. Elle est très importante. Je crois qu'il faut se tourner vers les agglomérations urbaines en tant que source de connaissances. Et il faut voir comment la société et les universités en particulier peuvent se mobiliser pour répondre à ces défis, à ces difficultés. On ne saurait penser qu'elle serait indifférente et qu'elle resterait à l'extérieur de ces problèmes. Donc je crois qu'il faut maintenant songer à ériger des universités intercommunales. Alors, comment est-ce que l'on peut les mettre au travail ensemble? Also have Et donc, je voudrais maintenant que l'on essaye de renvoyer le défi devant les autorités et leur demander de s'unifier pour un effort collectif, notamment pour ce qui est du continent africain. Il ne faut laisser aucune force vive à l'écart de cet effort collectif avec la recherche, les politiques, afin de répondre aux besoins sociétaux. Je crois qu'on n'en fait pas suffisamment de ce côté-là pour que tous œuvrent à l'unisson. Oui, je crois que cela peut s'appliquer également à l'étude de l'évolution climatique et à l'action que l'on pourrait envisager. Peut-être que, effectivement, cette évolution pourrait aider, notamment avec l'aide de la communauté scientifique. Oui, en effet, surtout si on veut le faire d'une façon qui ait du sens.
et que le corps social, le corps citoyen ne se sente pas senti laissé à l'extérieur. Vous avez parfois les universitaires qui viennent avec tout un corps de connaissances. Alors maintenant, pourquoi est-ce que toutes ces connaissances amassées par les chercheurs doivent-ils rester stériles et ne pas être mises à la disposition de la collectivité? Donc on n'a pas besoin de technologie de pointe dans tous les sens. Et donc les communautés peuvent en effet s'allier avec le corps scientifique. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et c'est à étudier du point de vue des universités. Et également que la collectivité contribue à travers un apport de données et peut ainsi participer au processus de recherche. Et donc, je pense que les collectivités ont besoin que ces données soient collectées et utilisées dans les quartiers eux-mêmes. Et donc, je crois que il faut vraiment qu'il y ait une participation plus active, notamment de la part des étudiants universitaires. Mais bien sûr, il y a différentes modalités de mettre à l'œuvre les universités, alors que les collectivités, elles, ont davantage de marge de manœuvre, parce que tout cela, c'est ce qui contribue au partage de la science. Je pense que c'est pour ça qu'en Afrique du Sud, on insiste beaucoup sur la collaboration. Donc j'espère que les choses ont changé dans l'avenir et que nous assisterons à des façons plus créatrices de résoudre les problèmes de dynamique des pouvoirs. Merci. À vous, Monsieur le Président. Oui, merci. Et, je pourrais vous raconter une anecdote. Au Québec, nous avons un programme qui est un programme de sciences participatoires qui s'appelle Engagement, qui vise à engager le public. Et ça répond un peu à la question qui a été posée il y a quelques minutes. Donc, nous avons organisé un concours. Oui, nous avons incité le public à participer, mais le projet a été quand même dirigé par des scientifiques. Donc, ce n'était pas vraiment une co-création, parce que les scientifiques ont tout de suite repris les choses en main, plutôt que de laisser les citoyens faire. Et nous avons modifié le programme, et ça prend un peu plus de temps, évidemment, pour présenter et analyser les soumissions. Et ça peut être dans n'importe quel domaine que les soumissions nous parviennent. Santé, environnement. Et on donne aux citoyens à ce moment-là 1 an pour travailler de concert avec des scientifiques pour remettre au point le projet et impliquer les citoyens. Évidemment, c'est plus compliqué, c'est plus long. Mais évidemment, la situation est différente dans différentes parties du monde. Mais je pense que nous devons changer la reconnaissance que nous accordons à ce type d'initiatives scientifiques, tant au niveau des organismes bailleurs de fonds que les universités, pour que ce genre de travail scientifique soit pris en compte et reconnu comme une contribution au savoir scientifique général. Donc, il y a encore du chemin à faire de ce côté-là. Et y a-t-il des questions de l'auditoire? On yet? I'm on? Okay, great. Thank you. Bonjour, je m'appelle Kate. Merci de la présentation. Ça a été vraiment intéressant pour moi. Je suis toute nouvelle. Je suis dans le secteur privé. Karen Schultz. Je suis PDG
d'une entreprise de recyclage à Calgary. Nous travaillons sur 3 projets. Une des choses que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les membres du panéliste ont une idée quant à la manière dont l'industrie peut s'impliquer dans ce genre de sciences participatoires, de sciences par les citoyens. Comment pouvons-nous travailler avec les programmes que vous avez mis sur pied? Je vais vous donner un exemple. Dans un de nos programmes à l'Université de Calgary, ça nous a trouvé 18 mois avant de trouver un partenaire, parce que pour obtenir les fonds, il nous fallait des citoyens canadiens, il fallait travailler d'une certaine façon, et ce sera intéressant de savoir quelles sont les manières dont nous pouvons impliquer des scientifiques ou d'autres utilisateurs mondiaux. Le travail n'a pas besoin d'être fait à Calgary. On peut travailler aussi à l'étranger. Et deuxièmement, comment inviter les autres universités à collaborer avec nous et à partager des sciences sur le climat et le traitement, le traitement des eaux. Tout cela aurait beaucoup d'impact pour nous. Oui, excellente question. On n'a pas beaucoup parlé de partenariat public-privé, évidemment, mais... Et la seconde question que vous avez posée... Alors, c'est important de penser de façon à l'échelle planétaire et d'agir localement. Comme vous dites, vous avez des partenaires un peu partout dans le monde. Alors, je vais prendre le commentaire en ligne et ensuite je vais revenir. Alors, qui... Oui, vous aimeriez réagir? Oui, merci de la question. Ce n'est pas souvent que nous avons une invitation lancée par un représentant du secteur privé pour travailler en partenariat. Alors, il y a de la recherche appliquée. Et il faut effectivement que nous ne fassions pas simplement de la science fondamentale, de la recherche fondamentale, mais que nous fassions aussi de la recherche appliquée, en sciences appliquées. Donc, nos agences de financement envisagent ou entretiennent des soumissions de partenariat entre des organismes publics et privés. Et je peux vous donner mon adresse courriel et nous pourrons poursuivre la discussion. L'autre composante, c'est l'Académie des jeunes scientifiques qui accueille des soumissions. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, ce sont 2 pistes de solutions pour vous. D'accord, merci beaucoup. Oui, Anita. Oui, dans le même esprit, je pense que on travaille sur... Il y a beaucoup d'entreprises sociales qui s'intéressent aux solutions au changement climatique. Et je pense que si on regarde, il y a des fonds en place et on peut trouver nos propres projets qui peuvent être mis à l'échelle. Alors, vous pouvez commencer à Calgary et ensuite élargir. Il y a beaucoup de façons novatrices de mettre en œuvre des projets sur le campus universitaire pour le traitement des eaux usées, par exemple, ou le recyclage des déchets. Et il y a aussi la possibilité de convertir les déchets alimentaires en biocarburants. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'entreprendre des projets qui ont un bienfait social. Alors, merci beaucoup d'avoir posé la question. Oui. Donc, collaboration possible entre l'Afrique du Sud et le Canada. Très bien. Et une autre collaboration. Et les partenariats sont une excellente solution. Nous sommes toujours ouverts à la possibilité de nouer de nouveaux partenariats parce que ce n'est pas simplement
les initiatives ne sont pas réservées uniquement aux institutions et aux organismes de promotion ou de financement des sciences. Alors, il est important de... Ce n'est pas simplement les universitaires à risque ou les chercheurs à risque qui sont notre préoccupation. On veut établir des connexions à l'échelle planétaire. Donc, nous avons un organisme international en Allemagne, mais il y a quand même la possibilité de collaborer de diverses façons et de présenter des projets et de développer du savoir pour l'ensemble de la communauté mondiale, la communauté internationale, pardon. Et donc, cela dépasse les intérêts d'un pays. Merci beaucoup de la question. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin. Il ne reste que 3 minutes. Alors, je propose à nos panélistes de résumer leurs propos en 1 minute. Quelle serait la solution que vous aimeriez proposer? Qui veut commencer? Oui, d'accord, j'ai commencé. Nous avons beaucoup parlé de la justice sociale aujourd'hui. On a besoin de citoyens qui sont conscients des avantages de la science, des bienfaits qu'apporte la science. Donc, en plus de la recherche, nous devons nouer des rapports avec la société civile pour que nous ayons les participants à part entière dans des initiatives communes. Voilà ma proposition. Alila? Aziza, pardon. Oui, merci. Je pense que les scientifiques ne devraient pas avoir peur de parler avec passion, parce que le savoir, c'est le pouvoir, surtout si on l'emploie pour le bien commun et la justice sociale. Alors, c'est important de savoir élever la voix. Oui, merci. Il y a plusieurs choses que j'aimerais plusieurs souhaits que j'aimerais exprimer. Le dévouement pour les enfants, la paix et l'égalité. Mais il y a une relation entre la paix, la science et la société. La prévention des conflits, le maintien de la paix, l'établissement d'un système de gouvernement stable, la bonne éducation pour les enfants pour sauver l'avenir, parce que ce n'est pas simplement parce que l'éducation des enfants les conflits ont un impact sur l'éducation des enfants et ont un impact sur l'ensemble de la communauté, le pays et la région. Et donc, moi j'ai travaillé avec les Nations Unies sur le rôle des femmes dans la prévention des conflits. C'était incroyable de voir le rôle que jouent les femmes à travers le monde. Surtout lorsqu'elles visent l'équilibre des genres. Alors, merci à nos conférencières, merci au public, à notre auditoire. Et merci. Donc, les mots-clés aujourd'hui sont l'éducation, mais ce que nous attendons de vous, c'est votre participation, votre engagement. Donc, soyez ambitieux
nourrissez vos aspirations, parlez avec des représentants de la société civile, avec les représentants du gouvernement à l'échelle locale. Et si nous travaillons